transformations sont, dans Dragon Ball, un élément incontournable des retournements de situation. Les fameux plot twists attendus des spectateurs. Elles amènent coup de théâtre, surprise et même révolution, ou du moins c'était là le rôle au départ. Avec le nombre de séries et de dérivés qui sortent à foison sur la licence, elles ont été plutôt bafouées ces derniers temps. Il est donc temps de remettre le focus sur ce qui a fait de cet élément de l'intrigue un précieux compagnon de l'auteur, et de belles surprises pour nous, lecteurs et spectateurs. On va s'intéresser ici aux meilleures transformations des séries Dragon Ball, de Dragon Ball, la première série, en passant par DBZ, DBGT, DB Super, jusqu'à Dragon Ball Daima. On met de côté les films et le reste pour l'instant pour se concentrer sur les séries. Et on est parti pour s'attarder et apprendre des choses sur les 20 meilleures transformations des séries Dragon Ball. Attention, avant de commencer, notez qu'il s'agit là d'un classement totalement subjectif. Ça ne rend pas compte d'une vérité universelle. Mais, comme d'habitude sur la chaîne, c'est surtout prétexte à en apprendre encore plus sur ces séries animées. Donnez-nous votre classement dans les commentaires et n'hésitez pas à nous dire lesquels manquent et lesquels vous auriez mis. Et on commence tout de suite avec du lourd. Et oui, c'est qu'un top 20. Numéro 20. Son Goku Saint Géant, pour la première fois. Comment ne pas inclure la toute première transformation d'un Saiyan dans la série ? Celle-ci survient au 12e épisode de Dragon Ball, après une discussion intrigante où Goku révèle qu'il n'a pas le droit de regarder la pleine lune car son grand-père le lui a interdit. Ce même grand-père mort une nuit de pleine lune, aplati par un terrible monstre. Tiens, c'était pourtant un expert en arts martiaux réputé. Ni une ni deux, les amis de Goku, captifs du grand roi Pilaf, se tiennent sur leur garde, car ils ont compris qu'il y a anguille sous roche. Toriyama désamorce le truc une seconde, et on croit alors une blague de Goku. Après tout, on le suit depuis le début, on ne l'a jamais vu se transformer. Mais c'est pourtant ce qui survient. Les battements de cœur sont mécaniques, les yeux de Goku deviennent rouges, et on a droit à un travelling rapide sur son visage, puis à une énorme transformation de notre héros. Ce jeune garçon n'avait donc pas une queue pour rien. Elle lui servait à se transformer en singe géant, inspiré par le mythe du loup-garou. Toriyama Sensei parodie le truc ici, en faisant de Goku un monstre singe. C'est d'ailleurs comme ça que le singe géant au Zaru en japonais est appelé pour la première fois. Kaibutsu Zaru, donc monstre singe. Le terme de singe géant qu'on connaît ne fera son apparition que plus tard avec le 21e Tenkaichi Budokai, et la deuxième terrible transformation de Son Goku. Et à l'époque, cette transformation en a surpris plus d'un. En plus, d'apporter une véritable révolution à l'intrigue. Car si Goku peut se transformer ainsi, alors le danger peut aussi venir de lui. Numéro 19, Son Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima adulte. On avait bien dit qu'on couvrirait toutes les séries. Et s'il y a bien une transformation iconique dans cette série-là, c'est bien sûr le Super Saiyan 4. Cette forme empruntée à Dragon Ball GT est ici remodelée par Akira Toriyama, qui lui apporte un souffle nouveau et une nouvelle identité. Il faut cependant attendre l'épisode 19 à l'approche du climax du combat contre Giant Goma pour vibrer totalement. Goku nous fait une nouvelle démonstration de ces diverses formes acquises jusque maintenant, non sans nous rappeler évidemment la scène où il se transformait en Super Saiyan 3 pour la première fois sur Terre. C'est d'ailleurs là l'un des points faibles de cette scène, et ce qui fait qu'elle n'est que 19ème, car autrement, elle est très bien fichue, et surtout très bien animée. On a droit au top des animateurs de la série, avec Ken Otsuka notamment, et Yuya Takarashi, au top de leur forme. Avec en bonus les corrections des dessins par le character designer de la série, l'homme au trait le plus proche du maître, Katsuyoshi Nakatsu. On a même une bonne BGM et pas mal de références au manga, un peu trop même. Car Goku nous refait le coup de nous dévoiler une forme inconnue de tous à ce moment-là, après avoir fait le compte de ses transfos. On a donc une redite, avec en plus, moins de surprise, car le Super Saiyan 4 de Daima est apparu un peu plus tôt avec Goku Mini. La transfo n'apporte rien pour le coup, puisque Vegeta Super Saiyan 3 mettait déjà à mal Goma, et il n'avait pour lui que sa capacité de régénération gênante, garantie par son troisième œil. Il aurait encore mieux valu tenter rapidement de le lui enlever à l'aide de la stratégie qu'ils avaient mis en place. Mais ce ne fut pas tellement à ça que servit le Super Saiyan 4, le fanservice avant tout. Contre un ennemi qui n'avait en plus pas vraiment de charisme et qu'il n'était pas obligé de vaincre, leur forme adulte étant retrouvée et Dende secouru. Numéro 18. Vegeta, en deuxième étape du stade de Super Saiyan. Seulement 18ème. La place de cette transformation mémorable de Vegeta témoigne de la difficulté à faire ce classement et de l'importance qu'ont toutes les autres transfos à venir. Car nombreux sont les fans de Vegeta qui vous diront que ce passage est au moins aussi cathartique pour Vegeta que ne l'a été le Super Saiyan 4 de Daima pour Goku.
le prince des Saiyans déploie toute sa puissance et passe sous une forme de Super Saiyan que l'on n'a encore jamais vue, et qui a de quoi impressionner avec ses énormes muscles, ses cheveux plus hérissés que jamais, et ses reflets de lumière et d'ombrage impressionnants sur toute la tenue et la peau du guerrier. Il s'agit en plus d'une forme teasée depuis un moment, depuis que Goku et Vegeta ont réalisé qu'il devait forcément y avoir un stade au-dessus du stade de Super Saiyan. Après s'être entraîné durement dans la salle de l'esprit du temps pendant l'équivalent d'une année à l'intérieur, Vegeta devient un nouveau Vegeta, comme le dira plus tard Krillin. Il est plus grand, plus baraque, et surplombe déjà celle deuxième forme qu'il venait à peine de rencontrer. Lui qui a pourtant perdu quelques jours plus tôt dans le monde extérieur contre numéro 18, qui ne comprend pas trop ce qu'il tente de faire. Comment a-t-il pu autant progresser en si peu de temps? Voici donc les premiers résultats d'un entraînement dans la salle de l'esprit du temps, expliqués par les actes. Et ça commence par un déchaînement d'aura et se planter de coups de poing dans l'abdomen de Cell, de la part d'un Vegeta qui venait de s'apaiser pourtant quelques instants avant. Une scène impactante, d'autant que l'épisode se conclut en plus par ce coup de poing foudroyant qui laisse Cell dans l'incompréhension totale. Numéro 17, Son Gohan Saint Géant pour la première fois. On passe d'un Saiyan à un autre avec cette fois la première transformation de Son Gohan, le fils de Son Goku. Bon, on aurait aussi pu mettre son autre transformation contre Vegeta un an plus tard, ou encore celle qui survient uniquement dans l'animé durant les mois où Gohan survit dans le désert. Mais on a préféré rester sur la plus culte, celle qui bouleverse totalement Piccolo, le plus puissant combattant sur Terre à ce moment-là. Lui qui n'a jamais vu pareille chose hallucine et peine à croire que ce petit garçon tout sage soit devenu un monstre pareil. Il pleurnichait d'ailleurs quelques minutes avant de se réveiller. Un réveil qui sonnera le début du saccage de toute la zone après que Gohan ait vu la pleine lune. Comme tous les Saiyans, il possède lui aussi la capacité de se transformer en Saint Géant, multipliant ainsi sa force de combat par 10. Piccolo se souvient que Raditz, le frère de Goku, en avait parlé sans rentrer dans les détails. Mais il est trop tard. La réalisation est top, puisqu'on ressent bien la puissance dévastatrice du Saint Géant qui dévale même l'immense rocher sur lequel il était perché et sur lequel il ne tient plus. Comme Ma Junior, Lozalu crache des Kikoras par la bouche, destructeur, et sans le coup de génie du Namek qui détruit la Lune, la source de son éveil, il est fort probable que la Terre aurait pu être en partie ravagée. La force de cette transformation, c'est aussi de survenir dans un moment absolument calme, où Gohan est pourtant seul, livré à lui-même et sans aucune adversité. D'un moment de sécurité absolue pour Piccolo, qui allait entraîner le fils de son pire ennemi, on a basculé dans un moment de tension intense où tout le monde aurait pu y passer avant même l'arrivée des Saiyans. La musique qui passe à ce moment-là, la BGM M741, est d'ailleurs un des thèmes des Saiyans dans ce début de série. La sélection musicale ne s'y trompe pas. Numéro 16. Majin Vegeta. Il ne s'agit pas d'une forme de Super Saiyan à proprement parler, mais pourtant, c'est bien une transformation totale pour Vegeta, puisqu'il gagne en puissance et regagne volontairement son tempérament froid, implacable et meurtrier. Marchant dans le plan de Dabra, le roi du royaume des ténèbres, qui est de faire de lui un serviteur de Babidi, Vegeta se laisse prendre dans le sortilège du sorcier. On se joue même de nous en nous insufflant le doute quant à la réussite de cette opération, puisque Vegeta n'est plus totalement mauvais après tout. Et cette technique de contrôle mental ne fonctionne que sur ceux qui ont du vice dans leur cœur. Mais coup de théâtre, après avoir longuement résisté au sort de Babidi, 3 minutes, et dans la douleur, Vegeta relève la tête, avec son front désormais marqué d'un M. Initiale dérivée de Ma, démon en japonais, que l'on retrouve sur absolument tous les membres de l'armée du vieux sorcier. La réalisation du trop peu connu Kazuhito Kikuchi est très efficace. On pense alors que Vegeta est tombé sous l'emprise totale de Babidi, mais c'était mal le connaître. Manipulé est celui qui croyait contrôler la situation. Cette scène est forte car l'auteur joue avec le lecteur et le spectateur et on a droit à un jeu de manipulation des plus habiles. Les complaints et cris de douleur de Vegeta semblent réels et on croit tous que notre allié a rejoint les rangs ennemis. Les traits de l'animateur Taichiro Ohara donnent en plus un petit côté sombre et inhumain à ce Vegeta désormais déformé par la haine et la colère. Et les musiques du Shunsuke Kikuchi tirées du 9e film DBZ avec Bojack apportent toute la tension nécessaire à cette scène dans laquelle le prince sombre. Et après le milieu de l'épisode, lorsqu'il relève la tête, après s'être élevé en l'air et avoir chu, on a droit à la mythique et très courte BGM 1313 tirée du 6e film DBZ avec Metal Kula, marquant d'une tonalité grave la situation qui se joue devant nous. Numéro 15, Frieza forme finale. Dans la série TV Dragon Ball Z, l'arc Namek est empreint des musiques de tension des 3 premiers films DBZ. C'est ce qu'on retrouve ici pendant quasiment 8 minutes d'épisode. Là où, dans le manga, ça ne tenait que sur l'équivalent d'un chapitre, réparti sur 2. On a donc 8 minutes efficaces pendant lesquelles Frieza se transforme pour regagner sa forme véritable. Cette forme épurée, baptisée officiellement Saishu Ketai, donc forme finale.
Après avoir traversé 3 formes de restriction, Frieza décide de passer aux choses sérieuses et donne à nos héros ce qu'ils méritent, un spectacle final haletant. On n'est malheureusement pas sur l'épisode le mieux animé de la série, mais heureusement, la réalisation de Yoshihiro Ueda, un des grands réalisateurs de DBZ et de One Piece, permet de maintenir la tension à son paroxysme, avec d'un côté le monstre qui se transforme, tandis que Vegeta risque sa vie pour tenter de gagner en puissance, profitant du pouvoir des Saiyans qui leur permet de devenir plus forts après avoir frôlé la mort. Mais c'était sans compter sur la révolte de Dende qui ne veut pas soigner Vegeta, et le laisse pour mort au plus terrible des moments. Un moment qui va bientôt devenir terrible pour lui aussi, puisqu'après le geste très affectueux de Vegeta pour le remercier, notre petit Namek se fera tuer par le tyran fraîchement transformé, et qui a remarqué que le petit pouvait soigner nos héros. Frieza apparaît alors froidement sobre derrière un nuage de fumée et nous surprend par son étonnante apparence, loin de tout ce qu'on avait pu imaginer après l'avoir vu sous ses diverses coutures. La BGM M814, tirée du film avec Garlic Jr. et qui sert de thème principal à l'escadron spécial Ginyu, parachève un moment de tension épouvantable et sert à dévoiler avec froideur la nouvelle menace face à laquelle Vegeta compte se dresser. Malgré son aspect visuel aléatoire, l'épisode 83 se paie quand même le joli culot de terminer avec un pansel qui reprend la cover du chapitre 305, celui qui survient chronologiquement juste après cette transformation dans le manga. Numéro 14. Trunks Super Saiyan Ikari. Des transformations, il y en a pas mal dans Dragon Ball Super, mais rares sont celles qui dégagent réellement quelque chose de fort et se nourrissent de l'intrigue et de ses enjeux. Pourtant, celle-ci surprend, car c'est tout à fait ce qu'il se passe. Acculé par Goku Black et Zamasu, Trunks du futur, qui a déjà presque tout perdu, continue de lutter de toutes ses forces contre son destin et contre les dieux qui haïssent les hommes. Face à ça, il est le dernier homme encore debout. C'est le guerrier né du désespoir qui entrevoit ici l'espoir d'une révolte pour un monde meilleur, et l'espoir d'une victoire contre ces usurpateurs qui ont semé le chaos dans tous les univers. Furieux il est, et Furieux est le nom de cette forme de Super Saiyan très particulière et née de l'intense colère d'un Trunks qui a déjà surpassé ses limites et tente à se rapprocher encore plus de son père et de Son Goku. La BGM Face à l'espoir, issue de la deuxième OST de Dragon Ball Super, composée par Norihito Sumitomo, fonctionne très bien avec un Takeshi Kusao, très en forme lui aussi pour incarner un Trunks accablé qui sème la révolte. Sa transformation enragée est emplie de tristesse et de douleur, et on le ressent pleinement. Plus encore que lors de sa transformation en troisième étape du stade de Super Saiyan, ici Trunks engage toute son âme et son regard froid, limite inconscient, en témoigne lourdement. Aussi lourdement que ses pas qui viennent fracasser le sol de sa colère. Cette transformation est le dernier déchaînement de toute puissance de Trunks face au désespoir. Il abandonne sa pureté contre de la pleine puissance capable de se déchaîner sur des adversaires impardonnables. Numéro 13. Gotenks Super Saiyan 3. Après s'être retrouvé piégé dans la salle de l'esprit et du temps, Piccolo et Gotenks pourraient désespérer. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Sachant que le temps est compté et que Boo pourrait bien s'en prendre à leurs amis à l'extérieur, ils mettent en place un plan. Piccolo propose aux combattants résultant de la fusion de Goten et Trunks de crier de toute leur force pour créer une brèche interdimensionnelle, exactement comme l'avait fait Boo juste avant eux, ce qui lui avait permis de s'échapper de cette dimension. Après avoir ménagé le suspense pendant un temps, Gotenks décide finalement d'arrêter ses bêtises et se dit que c'est le bon moment pour balancer son atout majeur, qu'il gardait pourtant précieusement pour la fin, une toute nouvelle transformation. Enfin, pour lui. En quelques secondes, après avoir concentré son ki, ses cheveux poussent subitement et ses sourcils disparaissent. Il devient un Super Saiyan 3. Une forme impressionnante, non seulement par son allure, mais aussi par sa puissance. Et puis, Goku était le seul à être parvenu jusque-là. Et il lui a fallu s'entraîner dans l'autre monde avec un corps qui ne s'épuise pas pour ça. C'est la plus impressionnante des transformations de Gotenks et aussi probablement l'une des plus délirantes de tout DBZ. Visuellement, on est servi sur cet épisode grâce à la supervision de Keisuke Masunaga qui rend ça encore plus impactant. La BGM lue durant ce passage est aussi très bien choisie puisque non utilisée sur le 9e film pour lequel elle a été créée. Elle devient donc automatiquement associée au moment héroïque de l'arc Majin Buu. Numéro 12. Cell deuxième forme. Il manquait un peu de Cell dans ce classement, et voici qu'on inaugure les transformations de Cell avec sa deuxième forme. Celle qu'il obtient juste après avoir surpris et absorbé numéro 17 qui le provoquait pourtant quelques instants plus tôt, le défiant même de venir l'absorber. Le moment de surprise qui suit l'attaque destructrice de numéro 16 fait de cette scène une grande scène mémorable de la série. La transformation n'est d'ailleurs pas déclenchée par un ennemi qui décide de se métamorphoser cette fois, mais par une absorption qui transforme totalement ce même ennemi. On est sur un épisode extrêmement beau visuellement grâce au talent de Shindo Pro, auquel s'ajoutent Katsuyoshi Nakatsuru et Masaki Sato qui ne sont pas crédités à l'animation. Et tout ça est supervisé par celui qui deviendra character designer peu de temps après, Tadayoshi Yamamuro, encore lui.
Le trait est soigné, mais l'ambiance elle est tout autant. À la réal, on retrouve Yoshihiro Ueda, qu'on a vu sur la transfo finale de Frieza et celle de Gotenks juste avant, autant dire un habitué de ces ambiances, où le calme préfigure de la tempête à venir. Remarquez que les transformations sont aussi souvent suivies d'une forte accalmie juste derrière. De quoi nous réserver de belles surprises avec les puissances nouvellement acquises par nos personnages. Ici, Cell gagne une forme encore plus humaine et perd ses ailes et son bec, au profit d'un nez plat et d'une grosse bouche et d'yeux bleus. À l'époque de sa découverte, on était fous. Ce monstre semblable à un insecte venait de muter en un guerrier monstrueux et encore plus imposant physiquement. Et tout ça, après avoir absorbé l'un des guerriers les plus forts de la Terre et contre qui même Piccolo fusionné avec Dieu n'avait pas pu l'emporter. Le déluge électrique qui suit cette transformation, qui met en tension tous les spectateurs, se conclut, au milieu de l'épisode, avec l'eye-catch qui marque la coupure pub. Et à la fin, de la BGM M1318 qui concluait justement l'affrontement contre Metal Kula. Numéro 11, Frieza, deuxième forme. On a parlé de la forme finale de Frieza, mais ce n'est rien comparé à la toute première transformation du monstre. Teasé depuis longtemps dans le manga, puisque Zarbon en parle à Vegeta dans le chapitre 263. Et il faudra attendre le chapitre 296 pour voir Frieza se transformer pour la première fois. Mais dans l'animé, rien de tout ça, puisque Zarbon n'en parle pas à Vegeta, et ce dernier incite son adversaire à recourir à sa transformation, pensant qu'il peut l'emporter même ainsi, et croyant naïvement que c'est là sa seule forme additionnelle. Cette métamorphose est aussi choquante qu'elle n'est éprouvante pour tous. Nous, spectateurs, sommes choqués de la démesure de la stature du monstre et de sa puissance qui désormais dépasse le million. Et nos guerriers Z, eux, sont choqués et désemparés face à ce déluge qui s'abat sur eux et commence à les faire tomber un par un. Remarquez tout de même que pour les deux transfos de Frieza qu'on a évoqués dans ce top, on a à chaque fois un passage avec les tribulations de Bulma qui vient nous les entrecouper. On passe d'une tension à une autre, somme toute différente. Au final, ce changement de forme et de ton pour Frieza, aussi bien dans son phrasé, sa voix et sa manière d'agir, restera probablement l'une des transfos les plus marquantes d'un ennemi à laquelle on a pu assister. On entre dans le top 10 ! C'est le moment de s'abonner si vous êtes arrivé jusque-là, ça doit vous plaire. Ne manquez donc pas nos autres vidéos qui arrivent très prochainement. Numéro 10. Vegeta, singe géant. Si cette transformation en singe géant est aussi culte et mémorable, c'est aussi parce qu'elle survient après une lutte déjà infernale entre Goku et Vegeta qui leur a coûté déjà une bonne partie de leur force. Énervé de ne pas trouver la lune que Piccolo a détruit, Vegeta qui a survécu au Kamehameha en quadruple Kaioken et qui a repoussé son canon Garrick, décide de puiser dans ses dernières forces pour créer une Power Ball, une boule de ki capable de se transformer en lune artificielle une fois mélangée à l'atmosphère. Cette source d'énergie lumineuse crée une réaction en chaîne après avoir été absorbée par les yeux du Saiyan et être passée dans sa queue, le transformant en singe géant. Goku, qui ignore encore que les Saiyans ont la capacité de se transformer ainsi, puisqu'il n'a jamais maîtrisé sa transformation, en reste bouche bée. On assiste ici au final d'un épisode 31 épique et probablement l'un des meilleurs épisodes de tout l'arc. Le retournement de situation est énorme à la mesure de cette transformation. Et la force décuplée de Vegeta, prêt à s'abattre sur Goku, ne laisse pas vraiment entrevoir une quelconque lueur d'espoir. L'épisode se termine d'ailleurs ainsi, avec cette transformation, une mise en scène qui sera reprise telle quelle dans DBGT, quelques années plus tard, et avec les mêmes personnages. Numéro 9, Vegeta Super Saiyan pour la première fois. On reste sur Vegeta avec cette 9ème place, avec sa transformation suivante justement, le stade de Super Saiyan. Après l'avoir longtemps recherché, après avoir tout tenté, très vainement pour en devenir un, et après avoir jalousé son rival, Goku, et ce mystérieux guerrier là, Vegeta va finalement parvenir à devenir un Super Saiyan, cédant subitement à une intense colère après un moment de calme apparent. Pour cela, il fallait bien sûr un certain niveau et un intense entraînement, qui l'a d'ailleurs conduit à se rendre dans l'espace à l'aide d'un vaisseau capsule pour s'entraîner dans le but de pouvoir surpasser Kakaroto. Enfin, Goku quoi, pour lui. Le moment de cette transformation est culte dans l'anime, pour plusieurs raisons. On ne s'attend pas forcément à ce que Vegeta, qu'on n'a pas encore vu dans cet arc, débarque avec la même forme que Goku, que ce dernier est le seul à posséder dans le monde présent. Et on ne s'attend pas non plus à ce que le déclencheur de cette transformation puisse s'appliquer à Vegeta. Et pourtant, le prince des Saiyans voit ses yeux se changer en vert et ses cheveux clignoter du noir au jaune pâle, avant de finalement laisser exploser son ki dans un cri de rage intense. Vegeta est finalement parvenu à devenir un Super Saiyan. Et il se dresse comme un obstacle supplémentaire face aux humains artificiels qui pensaient avoir repris l'avantage suite à la déroute de Goku tombé malade. Non seulement Vegeta sauve Goku ici, mais on a de nouveau cet ancien ennemi qui joue un rôle de premier plan et revient à la hauteur de notre héros. Que va nous réserver Vegeta ? Cette fin d'épisode 129 de DBZ est fort agréable car elle nous plonge dans un mélange de sentiments.
Le même mélange de sentiments que provoque aussi cette transformation animée, pour une fois par Takeo Ide, un des animateurs vétérans de l'équipe du chara-designer Minoru Maeda, qui n'a pas trop eu la chance d'animer des transfos jusque-là. C'est corrigé. Et c'est en plus accompagné par la somptueuse BGM M1217 qui marquait la transformation de Kula dans le 5e film DBZ. Numéro 8. Golden Frieza, arc survie de l'univers. Une autre transformation de DBS, et pas n'importe laquelle, celle qui jouit sûrement d'une des meilleures mises en scène, si plaisante qu'elle fut ensuite réutilisée. Frieza se changeant en Golden Frieza dans l'épisode 94, avant de faire face aux assassins envoyés par l'univers 9. On a droit à un passage somptueux, animé par le très rare mais non moins talentueux Kyota Washikita, ici supervisé par Tadayoshi Yamamuro. La réalisation de Masato Mitsuka, alias cette animation, rend du plus bel effet pour cette transformation réalisée juste en face d'un Goku très sérieux qui voit d'un très mauvais œil les agissements de Frieza qu'il est venu ramener de l'enfer. Comme lors de sa première transformation sous cette forme dorée dans la série, on a droit à la BGM intitulée précisément le thème de Golden Frieza. On a des chœurs qui chantent « Mésamacé, éveille-toi », ce qu'ici est effectivement un pareil éveil. Mais surtout, cette fois-ci la musique va jusqu'à son terme et n'est pas bêtement coupée une fois la transfo achevée. De quoi clôturer magnifiquement cet épisode avec en parallèle l'arène du tournoi du pouvoir qui est assemblée. La tension se renforce et l'incertitude avec elle. Le retour du tyran Frieza est acté et il n'est pas prêt à se laisser dicter sa conduite. Numéro 7. Cell, forme parfaite. Voici une transformation extrêmement importante puisqu'elle marque le tournant de l'arc Cell. C'est l'ultime évolution naturelle du monstre qu'avait prévu l'ordinateur du Dr Gero. Pour bien marquer ça, elle a les pieds sur 2 épisodes. D'abord l'épisode 159 de DBZ, où Trunks, Krillin et numéro 18 luttent contre Cell qui tente d'absorber le 2e cyborg, puis y parvient finalement après une résistance loin d'être nulle, mais qui n'était de toute façon pas de taille dès lors que Trunks et Vegeta ont été écartés de l'histoire. Puis, on a l'épisode 160 de la série, qui voit l'aboutissement de cette transformation, bien rallongé en animé par des scènes de flashback traumatiques de Trunks et une nouvelle tentative d'empêcher Cell d'atteindre sa forme parfaite. Mais cette tentative est vaine. On peut se féliciter d'avoir pour ces 2 épisodes une qualité d'animation franchement bonne, en plus d'une réalisation cool et d'une bonne tonalité de fin du monde. On sent qu'on est dans un moment de tension incroyable et qu'il ne faut surtout pas que Cell parvienne à cette forme finale, sans quoi le monde est perdu. Réussissant à absorber numéro 18 dans l'épisode 159, Cell évolue finalement sous les yeux incrédules de la majorité. Les nuages quittent le ciel et son intense énergie se ressent aux 4 coins de la Terre, et même plus loin dans l'univers. Tout ça accompagné par le thème de l'apparition de Shenlong dans le 3e film DBZ avec Teles. Puis on arrive à la découverte de cette nouvelle forme, qui était, pour ceux qui s'en souviennent, extrêmement impressionnante pour nos yeux d'enfants. Le monstre venait finalement d'évoluer en un guerrier mi-humain, mi-insecte, avec en plus un visage vachement semblable à ceux de nos Saiyans. Une vraie révolution à l'époque. Un character design bien soigné, à la fois plus sobre que celui des 2 formes précédentes, mais pourtant gentiment dérangeant et aussi impressionnant. Il se dégage de ce Cell une confiance incroyable. Et on la ressent dès son apparition devant les yeux exorbités de numéro 16, Krillin et les autres. On a en prime le retour des musiques du 6e film de DBZ, qui sont devenues celles associées à Cell dans la série animée. Ce n'est pas pour rien. À chaque fois qu'il faisait une apparition, il avait droit à cette BGM M1314 qui fut le thème des milliers de Metal Kula avant de devenir le thème de l'ultime humain artificiel dans la série animée. Numéro 6. Son Goku, Ultra Instinct, pour la première fois. Nous sommes en octobre 2017 et clairement on est déjà un peu passé par toutes les couleurs et longueurs de cheveux au moment où débarque cette nouvelle forme pour Goku. Au terme d'un double épisode épique numéroté 109 et 110, Goku s'éveille finalement à une nouvelle forme, plus sobre et pas seulement propre au Saiyan cette fois. Il s'agit de l'Ultra Instinct, ou Migate no Gokui en japonais. Teasée depuis le début de l'arc déjà, cette maîtrise utilisée par les plus puissants dieux de la destruction et les anges permet de se mouvoir instinctivement sans même avoir à réfléchir et permet normalement d'attaquer et d'esquiver à un niveau encore supérieur. En renforçant son esprit, le guerrier s'éveille à un état presque transcendantal, et qui n'a rien à voir avec ça, qui lui permet aussi de gagner en puissance et en efficacité. Au milieu de ce double épisode, Goku tombe face à Jiren et frôle la mort en chutant dans son propre Genki-dama. Il se relève alors serein, après que l'inquiétude de ses amis ait gagné les gradins, laissant exploser son ki, qui jaillit dans le ciel tel un faisceau de lumière.
L'apparition de ce Goku qui montre des signes de l'éveil à l'Ultra Instinct est devenue iconique, avec ce Kuruzo. Ça vient, lancé par Beerus juste avant que ça arrive, effectivement. Et ce Goku qui part combattre Jiren, avec ce thème fort, composé par Norihito Sumitomo, pour cette maîtrise devenue, après coup, une véritable transformation pour Goku. Pour ce dépassement, pour ce que ça raconte sur l'évolution de Goku qui se hisse encore au niveau des dieux et va même jusqu'à atteindre une forme que beaucoup ne maîtrisent pas, et pour ce moment badass qui nous propose encore autre chose avec ce personnage, le poussant presque jusqu'au mutisme sous cette forme épurée, c'est clairement l'une des toutes meilleures transformations de Dragon Ball Super. Numéro 5, Son Goku Super Saiyan 3 pour la première fois. Encore une transformation complètement dingue. Le Super Saiyan 3, quelle évolution! Et le plus incroyable, c'est que personne ne s'y attendait. Tout commence avec Goku qui se téléporte devant Babidi et Majin Buu pour les retenir alors qu'ils étaient en route pour détruire la capitale de l'Ouest, tandis que Trunks part chercher le Dragon Radar, essentiel à la recherche des Dragon Ball qui permettront de ressusciter tout le monde. Il tente donc juste de gagner du temps, à la base. Puis, il nous fait une démonstration de toutes ces transformations majeures. C'est l'occasion aussi pour nous d'apprendre que cette forme, jusque-là appelée le stade au-dessus du stade de Super Saiyan, est ici nommée Super Saiyan 2. Et il nous déballe une belle surprise, en nous dévoilant une nouvelle forme qu'on ne soupçonnait même pas. Elle n'était pas teasée, pas soupçonnée, et personne ne pensait même qu'il était possible d'aller au-delà de ce stade déjà bien avancé, qui a refait surface dans cet arc. L'épisode dure 20 minutes, mais on a bien 3 minutes de transformation avec Goku qui fait trembler la terre entière, crie comme jamais pour relâcher son ki et se métamorphose littéralement complètement sous nos yeux. Le résultat en valait la peine. Goku est transfiguré. Le Dogi, habituellement orange foncé, est devenu jaune doré avec des ombres, des ombrages, orange marron. On a désormais des reflets et ombrages sur le visage. Tout est incroyablement marquant visuellement. Chaque chose est à sa place, de même que chaque éclair qui parcourt le corps de notre Super Saiyan de niveau 3. C'est l'une des rares transformations issues du manga qui est achevée en off et n'est pas là pour créer un retournement de situation au sein d'un combat, mais sert pleinement à créer la surprise et à gagner du temps. Bien que cette transformation déclenche un affrontement, ce n'était pas son but premier. Goku savant pertinemment qu'il ne maîtrise pas totalement cette forme énergivore. Et nous, spectateurs, sommes comme nos héros, suspendus à ce que fait Goku en plein ciel face à la menace Majin Buu. Un moment de haute intensité qui restera à jamais gravé dans nos esprits, pour sa réalisation incroyable et son impressionnant résultat en partie. Numéro 4. Son Goku Super Saiyan 4, pour la première fois. Voici une autre transformation culte, indéniablement liée à la série pour laquelle elle fut créée, le Super Saiyan 4. L'original de Katsuyoshi Nakatsuru, créé donc par le character designer de la série, est basé sur l'idée d'une nouvelle forme plus sauvage, plus primitive, et détachée du design déjà très abouti du Super Saiyan 3. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est réussi. On ressent totalement ce retour aux origines Saiyan avec cette forme qui met en avant la fourrure, les cheveux noirs et la queue du guerrier de la race des combattants. En plus de lui redonner un côté dur et impassible. Cet aspect mi-homme mi-bête sera finalement très peu exploité avec les transformations Saiyan. Et rien que pour ce design et l'idée générale derrière, cette transfo vole haut. Après, elle s'étale sur 2 épisodes puisque l'épisode 34 de Dragon Ball GT se termine sur Goku qui est en train d'évoluer, passant de l'état d'un singe géant doré incontrôlable à celui d'un homme bête de taille humaine, et n'aboutit à cet état qu'au début de l'épisode 35. On doit cette évolution à 2 personnages en particulier, en plus de Goku qui a progressé par lui-même évidemment. D'abord, le vieux Kaioshin, qui a eu l'idée de faire repousser la queue de Goku pour qu'il puisse accéder à une partie de son pouvoir caché. Puis, grâce à Pan, sa petite fille, qui lui a fait retrouver ses esprits après qu'il soit devenu un monstre incontrôlable. Le reste appartient à l'histoire. Cette photographie parfaite d'une nouvelle forme aboutie dans le calme témoigne aussi de l'évolution de Goku dans Dragon Ball GT. Il vient ici d'atteindre son ultime forme dans la série. Une forme si parfaite pour un Saiyan qu'il est serein, sûr de lui et peu enclin à exploser. En plus de ça, l'énorme puissance voulue par cette forme nécessite un corps d'adulte. Goku retrouve donc momentanément sa taille normale pour combattre sous cet état. Notez aussi que le thème utilisé lors de l'apparition de cette forme n'est pas du tout une envolée, un thème héroïque ou un thème violent ou bien encore une musique d'action. C'est simplement la douce déclinaison de l'opening de la série. Numéro 3. Trunks Super Saiyan pour la première fois. Remettons-nous dans le contexte. On sort d'un arc Namek extrêmement long et éprouvant pour nos héros, qui a vu la naissance du Super Saiyan en son climax. Un être réputé pour n'apparaître que tous les 1000 ans selon la légende Saiyan. Et dès le début de ce nouvel arc, qui ne se déclare pas encore comme tel, on voit Frieza revenir, encore plus fort, alors qu'on le pensait mort. Et en plus,
accompagné de son père dont la puissance est comparable. À ça s'ajoutent plein d'attentes et de mystères. Où est Goku? Qui est ce jeune homme qui se dresse face à l'armée de Frieza et son père? Et d'un coup d'un seul, ce jeune terrien visiblement habillé par Capsule Corporation se transforme en Super Saiyan. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y en a pas qu'un. Goku n'était donc pas le seul Super Saiyan. Il reste encore des Saiyans en dehors de Goku, Gohan et Vegeta. Qui est-il? Un épisode absolument fou dans tous les sens du terme, qui nous propose en plus une transformation comme on n'en a encore jamais vu dans la série, accompagnée d'une musique d'ambiance pas du tout tirée des tracks composés par Shunsuke Kikuchi, mais une musique bien plus aérienne qui sied totalement à la scène. Composée par Kenji Yamamoto, alias Monolith, sur la base d'un plagiat des musiques du groupe allemand Propaganda, cette musique n'est entendue que dans cet épisode 120 de DBZ, et ne le sera plus jamais après. Le cri de Takeshi Kusao résonne en plus pour nous lancer cette transformation désirée. Et comme Frieza et son père, nous sommes bouche bée devant ce spectacle étonnant. La qualité d'animation est en plus soutenue par la supervision de Katsuyoshi Nakatsuru qui signait là seulement sa deuxième supervision, suivant la numérotation officielle des épisodes, car il a aussi fait le TV Special avec Bardock entre-temps et le 4e film DBZ. Une pépite qui a lancé l'ère des transformations volontaires et inattendues des Saiyans avec une insert Sang en fond, qui mérite clairement sa place sur le podium. Numéro 2. Son Goku Super Saiyan, pour la première fois. C'est probablement le moment le plus culte pour nous, celui où tout a basculé, celui où Dragon Ball a basculé, le moment le plus mémorable, la scène qui a tout changé pour ce qui est du destin de la série, mais aussi pour nos vies. Et pourtant, ce moment n'est pas premier. Pourquoi? Oui, c'est la question qu'il faut se poser, car en termes d'impact, c'est indéniablement premier. Mais vous allez voir qu'avec la première place, il y a certains critères additionnels qui font que cette transfo est peut-être encore au-dessus. Pourtant, comment peut-on faire mieux que ça? Un adversaire increvable, un énième retournement de situation, un ennemi sans pitié qui attaque lâchement et va jusqu'à tuer le meilleur ami de notre héros sous ses yeux, et un Goku meurtri, poussé à bout, qui va finalement laisser exploser sa colère et libérer son plein potentiel et devenir le guerrier de la légende, le Super Saiyan. Aboutissement d'une longue préparation installée depuis déjà 2 arcs au sein de la série. L'animation de Masaki Sato est somptueuse sur ce passage, la réalisation de Shigeyasu Yamauchi, le réalisateur des 2 premiers films avec Broly et du 12e film DBZ, est juste incroyable. Et on va même jusqu'à réutiliser les lueurs d'aura résiduelles probablement initiées dans le premier film Hokuto no Ken en 86 et qu'on a ensuite très peu vu dans la série Dragon Ball. Et avec tout ça, on est à cette époque au summum de ce qui se fait sur Dragon Ball Z, visuellement et en termes d'ambiance. Car la situation est désespérée. La planète commence à être ravagée ci et là, et nos héros sont à 2 doigts de perdre. Et tout ça, on le ressent complètement. Tout comme on ressent les progrès de Son Goku, et tout comme on réalise que cet entraînement intensif n'était absolument pas vain. Car il a fait de lui cet être presque mystique qui se dresse désormais devant Frieza avec le regard courroucé de Bruce Lee. L'anime nous rallonge la scène de transformation très courte du manga pour une montée en tension qui aboutit en un climax sans commune mesure. Le tout avec les musiques les plus dramatiques du premier film DBZ. Un moment qu'on ne revivra plus jamais en direct, mais qu'on peut encore et encore entretenir simplement en revisionnant l'épisode 95 de la série. Et donc à la première place, numéro 1, Son Gohan Super Saiyan 2 pour la première fois. Une transformation portée par tellement de choses. L'émotion déployée par Gohan qui cède enfin à la colère et laisse exploser toute sa puissance contenue jusqu'alors, par peur de détruire la Terre. Le discours de numéro 16 qui adresse ses dernières paroles au fils de Son Goku avant de mourir piétiné. Des paroles paisibles en plus. La torture que subissent les guerriers Z qui doivent faire face au Cell Junior envoyé par le monstre. Le cri de Masako Nozawa, la voix de Gohan qui vient du fond de son âme et est à la fois épique et déchirant. Et bien sûr, l'Insert Song qui joue un grand rôle, avec cette chanson Unme no Hi Tamashi versus Tamashi, le jour de la destinée, esprit contre esprit, une chanson interprétée magistralement par Hironobu Kageyama, le chanteur des openings de DBZ, qui nous laisse là, sur une note d'apothéose et de grandiose, avec la libération du potentiel du fils de Son Goku, attendue déjà depuis le tout début de DBZ, où elle était teasée et ne demandait qu'à mûrir. Cette fois c'est fait. Gohan a surpassé Goku et tous les autres guerriers en présence. Il est la relève et on tient là le premier gros retournement de cette fin d'arc. Après ça, il y en a tant d'autres, mais nulle transformation ne nous auront jamais autant fait frissonner et vibrer que toutes celles citées ici, que ça soit par la crainte qu'elles peuvent inspirer ou par le côté badass et rassurant qu'elles dégagent.
Akira Toriyama a fait de cette mise en scène une signature des batailles de Dragon Ball, et les transformations initialement créées pour amener des retournements de situation et surprendre se sont rapidement vues liées à la licence. Malheureusement, à trop en utiliser, on risque d'en oublier le but, et c'est un peu parfois ce qu'on reproche aux productions récentes qui oublient parfois l'émotion réelle procurée par l'aboutissement de beaucoup d'efforts, ou même carrément d'expliquer comment nos personnages en sont arrivés là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça va nous raconter pour la suite de l'histoire et l'évolution du personnage ? On est quelque part retombé à l'état des transformations gag qui ne nécessitaient aucune explication car elles n'étaient là que pour créer des scènes d'humour, et c'est pour ça qu'il faut profiter de ces moments cultes inscrits dans le passé, à défaut de ne pouvoir avoir quelque chose de réellement qualitatif dans le présent. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et n'hésitez pas à liker et à partager, c'est ce qu'il y a de plus important pour donner de la visibilité à nos contenus et à notre travail. A très vite pour d'autres vidéos. Sur Dragon Ball! Matane!